This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Les clés de la Maison-Blanche sont à nouveau entre ses mains. Donald Trump semble avoir beaucoup changé depuis 2016 et pour ce deuxième mandat, son entourage aussi est bien différent. À travers les choix de ses ministres, on devine la politique qui s'annonce aux États-Unis. Dans cette série, La Loupe vous propose 4 portraits et 4 visions du monde qui vont modeler l'ère Trump 2.0. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Team Trump, une série originale de La Loupe. Épisode 4, Pam Bondi et la mise au pas de la justice. Chers auditeurs, vous vous souvenez très certainement de cette photographie. On y voit le visage d'un homme en gros plan, ses yeux bleus fixent l'objectif, ses sourcils sont fortement froncés et son regard glaçant. La tête légèrement penchée en avant, une mâchoire bien serrée. L'homme sur le cliché porte un costume bleu foncé et une cravate rouge parfaitement nouée. Il se trouve à la prison d'Atlanta, en Géorgie. Et cet homme, c'est évidemment Donald Trump. Nous sommes le 1er août 2023 et pour la première fois de l'histoire, un ancien président américain doit se soumettre à une photo d'identité judiciaire baptisée mugshot aux États-Unis. Le milliardaire vient d'être arrêté pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020. 1 an et demi après cette photo historique, Donald Trump fait un retour fracassant à la tête des États-Unis. Et on le sait, ce n'est pas le seul rendez-vous entre le nouveau président et la justice américaine. Donald Trump est aussi poursuivi dans 2 autres affaires au niveau fédéral. La première concerne sa rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche. Donald Trump est le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale. C'est donc ce jeudi que Donald Trump comparaît devant le tribunal de Washington. Inculpation pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Début janvier 2025, il a été condamné à New York dans l'affaire Stormy Daniels, mais s'en est tiré sans prison ni amende. C'est le seul procès contre le président américain parmi les 4 dossiers au pénal et 12 au civil. Donald Trump a maintenant le contrôle sur le ministère de la Justice et il entend se venger de tous ses ennemis. Et pour mener à bien cet objectif, il a choisi une femme, Pam Bondi. À l'Express, nous avons quelqu'un qui connaît la politique américaine sur le bout des doigts. Pour Hélène Vissière, correspondante aux États-Unis, la nomination de Pam Bondi à la justice n'a rien de très étonnant. Alors, elle a été choisie parce qu'elle est d'une loyauté totale, une qualité essentielle pour Donald Trump. Et aussi, accessoirement, cette blonde de 59 ans, elle est très télégénique, ce qui est aussi une qualité essentielle pour cet ancien animateur de télévision. Mais plus sérieusement, Bondi a de l'expérience. Elle a une carrière classique. C'est une Floridienne pur jus, comme beaucoup d'ailleurs de membres de cette administration. Outre la loyauté, en fait, Donald Trump privilégie des gens, cette fois-ci, qu'il connaît et avec qui il a des rapports personnels. Donc, Pam Bondi, après des études de droit, est devenue procureure d'un comté près de Tampa, en Floride, pendant 18 ans. Et en même temps, elle s'est fait connaître parce qu'elle était beaucoup à la télévision. Elle a été analyste politique sur Fox News et CNN. En 2010, elle s'est présentée au poste de procureure de l'État de Floride et elle l'a emporté alors qu'elle était peu connue. Mais en fait, elle a fait un peu campagne comme Donald Trump en 2016. Elle s'est présentée comme une outsider qui avait une expérience concrète et pratique du monde. Et elle a surfé sur la vague du Tea Party. Vous vous rappelez ce mouvement populiste très anti-taxe qui, en fait, a annoncé le Trumpisme. Elle a des positions républicaines jusqu'à cette époque-là. Elle s'oppose au mariage gay. Elle essaie, comme beaucoup de républicains, de faire capoter la réforme de la santé du président Obama. Elle est populaire, elle est réélue à une large majorité, elle est décrite comme quelqu'un de sérieux, d'affable, de courtois, beaucoup de charme, mais aussi de la poigne. Une personnalité légitime, mais qui n'était pas le premier choix de Donald Trump. Il avait choisi Matt Gaetz, qui était un représentant de Floride, mais ce dernier a dû se retirer après toutes sortes d'accusations sexuelles avec mineurs, des histoires d'orgies. Il n'avait pas non plus beaucoup d'expérience de la justice. Il était avocat, il a passé le barreau, mais il n'a jamais vraiment exercé. Mais c'était un supporter de Trump, une grande gueule, et d'ailleurs tellement grande qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis au Congrès, y compris dans son propre camp. Donc, il avait peu de chances d'avoir le nombre de voix suffisant pour être confirmé
au Sénat. Et donc, très vite, Trump a fait machine arrière. Il avait certainement déjà en vue Pam Bondi. Et puisque dès le retrait de Matt Gaetz, il a annoncé sa nomination. Avec Pam Bondi, Donald Trump opte pour un de ses soutiens de la première heure. Oui, elle a misé sur lui dès les primaires de 2016. Alors que, rappelez-vous, à cette époque-là, il est loin d'être un favori. C'est donc un choix risqué, mais un choix qui s'avère payant, puisqu'à partir de là, elle devient donc un ardent supporter, mais aussi une sorte de confidente, conseillère, et elle se met à graviter dans son orbite. Elle se fait remarquer d'ailleurs lors de la convention républicaine de 2016, où elle critique Hillary Clinton, la rivale de Donald Trump pendant les élections. Pendant son discours, les militants de la convention reprennent le slogan qui était en vogue à l'époque chez les républicains, qui était « Mettez-le en tôle ». Cette anarchie doit cesser ici et maintenant. Donald Trump va l'arrêter. Enfermez-la, ça j'adore. Pourtant, Pam Bondi, c'est aussi un personnage controversé. Elle a elle aussi quelques scandales. En 2013, par exemple, elle demande au gouverneur de l'État de Floride de repousser l'exécution d'un condamné à mort. En fait, la raison secrète, c'est qu'elle a fixé ce jour-là un gala de collecte de fonds pour sa campagne de réélection. Or, le procureur général de l'État doit être présent en cas de problème légal lors d'une exécution. Quand l'histoire fuite, elle présentera ses excuses. Mais surtout, elle entretient des liens très étroits avec patronat et grandes entreprises. Des liens parfois un peu incestueux qui font grincer des dents. En 2013, par exemple, ses équipes au bureau du procureur examinent, comme beaucoup d'États, la possibilité d'entamer des poursuites contre l'université Trump, qui a été créée par Donald Trump et promet de devenir riche comme lui avec des cours divers et qui en fait s'est avéré une pure arnaque. Mais au même moment, Pam Bondi sollicite un don pour sa campagne de réélection auprès du même Donald Trump, qui lui donne généreusement $25 000. Comme par hasard, elle décide alors de ne pas poursuivre l'université Trump, disant qu'il n'y a pas assez de matière. Quelques années plus tard, Donald Trump devra payer $25 millions de dommages et intérêts à un certain nombre de ses anciens étudiants. La loyauté de Pam Bondi envers Donald Trump reste donc intacte, et notamment en 2020, au moment où le milliardaire perd les élections présidentielles. Oui, elle est devenue donc une fidèle et elle sera là chaque fois qu'il a des ennuis. Donc en 2020, elle n'est plus procureure générale, elle est depuis un an dans une grosse boîte de lobbyistes, elle prend un congé et devient un des avocats de Trump pour son premier impeachment, sa première tentative de destitution, quand il est accusé, rappelez-vous, d'avoir fait pression sur le président ukrainien. Dans un coup de fil, il lui avait dit « On vous donnera l'aide militaire seulement si vous menez une enquête sur le fils Biden et le père Biden d'ailleurs, le fils étant à cette époque-là au conseil d'administration d'une entreprise gazière ukrainienne. » Donc c'était clairement un abus de pouvoir. Bon, il ne sera pas condamné, mais elle a été là pour le défendre. Ensuite, quand il a perdu les élections en 2020, elle est allée affirmer publiquement à plusieurs reprises qu'il avait gagné la Pennsylvanie, ce qui était faux. Et en mai dernier, elle a fait le pèlerinage, avec d'ailleurs un certain nombre d'autres républicains, jusqu'à la cour d'appel de Manhattan, où Donald Trump était jugé pour avoir falsifié ses comptes et caché le paiement d'une star du porno dont il avait essayé d'acheter le silence pour éviter qu'elle fasse des révélations. Ensuite, elle a critiqué tous les procès contre Trump en disant que les procureurs qui l'avaient inculpé étaient des gens horribles, qui avaient une vendetta personnelle contre lui. Donc, une vraie fidèle. L'ancienne procureure est prête à tout pour soutenir le républicain, même en restant dans l'ombre. Alors, l'AFPI, c'est l'America First Policy Institute. C'est un cercle de réflexion, un think tank qui a été créé par d'anciens membres de l'administration Trump pour préparer éventuellement le terrain pour un second mandat. Donc, en marge de son travail de lobbyiste, elle a rejoint ce think tank. On ne sait pas très bien ce qu'elle y a fait, mais elle semble avoir été impliquée dans différentes actions en justice. Le think tank a lancé différents recours. Parce que l'une des obsessions des conservateurs, c'est d'essayer de limiter à tout prix le droit de vote, et notamment pour les minorités qui
souvent votent plutôt démocrate. Donc la FPI a lancé plusieurs procédures pour essayer de bloquer de la certification de résultats dans certains États, rendre plus difficile le droit de vote. Trump compte bien, quoi qu'il arrive, s'appuyer sur Pam Bondi pour obtenir sa revanche, mais jusqu'où cette loyale de la première heure sera-t-elle prête à le suivre ? Au début d'un meeting de Donald Trump, lors de sa campagne de 2024, le public rend hommage aux assaillants du Capitole. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'horrible et injuste traitement des otages du 6 janvier. Le nouveau président parle de revanche et dès les premières minutes de son mandat, il a tenu sa promesse, gracier les émeutiers du 6 janvier 2021. Je suis toujours avec Hélène Vissière pour analyser la nouvelle justice que Donald Trump veut voir advenir, aidée de Pam Bondi. On le comprend, Hélène, le fonctionnement de ce ministère va bien changer. Oui, sans doute. Normalement, le ministère de la Justice a une certaine indépendance par rapport à la Maison-Blanche. Mais Donald Trump a choisi une ministre qui va probablement être sous ses ordres. Quant au numéro 2 du ministère, il a nommé Todd Blanche, qui est son avocat privé. On ne sait pas exactement ce qu'il entend faire de son ministère, mais clairement, il a des intentions politiques. Il veut revenir notamment sur les élections de 2020, qu'il estime toujours qu'on lui a volé, entre guillemets. Il a annoncé qu'il voulait lancer une commission d'enquête pour rechercher les tentatives de fraude qui n'ont jamais été prouvées. Et puis, il a gracié ses supporters qui ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021. Voici le décret concernant les otages du 6 janvier, qui concerne environ 1500 personnes. Grâce totale. Grâce totale. Donald Trump va aussi gracier tous ses alliés, tous ses copains. Il l'avait déjà fait en 2016. Rappelez-vous, Paul Manafort, qui était son stratège de campagne, a fait de la prison, Roger Stone et Charles Kushner, le beau-père de Ivanka, sa fille, qui avait été condamné pour évasion fiscale et d'autres faits assez peu glorieux. Il l'a gracié et ce monsieur, on va en entendre parler parce que c'est le nouvel ambassadeur des États-Unis en France. Et bien sûr, Hélène, Trump compte se protéger lui-même. Est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce qu'il peut échapper à la justice ? Oui, il a déjà échappé à la justice. Il était en fait inculpé dans 4 affaires au pénal. La seule où il a été jugé et condamné, c'est celle de New York, mais en fait, il n'a eu aucune sentence. Il s'en est sorti sans rien, même pas une amende. 2 autres qui étaient sur le fait qu'il avait gardé des documents confidentiels sans vouloir les rendre quand il était parti de la Maison-Blanche et sur son ingérence dans les élections. Les poursuites ont été abandonnées puisque maintenant il est président et que le département de la justice estime qu'on ne peut pas poursuivre en justice un président en exercice. Reste au pénal le procès de Georgie, pareil, sur l'ingérence dans les élections, mais il y a toutes sortes de problèmes et en gros, il va rien se passer, il va pas être condamné probablement. La seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'il est poursuivi dans une 12aine d'affaires au civil et là, il peut pas s'autogracier parce que ce sont des affaires qui ne sont pas fédérales. Et en plus de se protéger, lui et son entourage, Donald Trump veut aussi s'attaquer à ses adversaires. Oui, il n'a cessé de parler de son désir de vengeance. Il veut poursuivre en justice des tonnes de gens, à commencer évidemment par tous les avocats, les juristes, les procureurs qui l'ont poursuivi. Plusieurs ont déjà démissionné du ministère de la Justice. Il veut poursuivre ses ennemis politiques. Il veut poursuivre des élus républicains dans son propre camp qu'il estime qu'ils l'ont trahi. Évidemment, des démocrates qui ont poussé aux 2 impeachments et il a même dit qu'il devrait les mettre en tôle. Il veut lancer des enquêtes sur les Biden, à commencer par Joe, le père, les journalistes, les anciens membres de son administration. Par exemple, l'ancien chef d'état-major des armées, le général Mark Milley, a déclaré ouvertement, publiquement, qu'il avait peur d'être traduit devant une cour martiale pour déloyauté. Parce que au moment de son premier mandat, à 2 reprises, il a appelé son homologue chinois pour assurer que les États-Unis n'allaient pas déclarer la guerre à la Chine et Trump a trouvé que c'était de la trahison. Joe Biden a donc anticipé et avant de quitter son fauteuil de président, il a lui-même gracié Mark Milley et d'autres personnalités. Oui, il y a un climat de peur, clairement, à Washington et un certain nombre de ces gens, de ces ennemis politiques, entre guillemets, envisagent même de quitter les États-Unis.
La question, c'est jusqu'où va-t-il aller? Et ça, on n'en sait rien. En 2016, dans ses meetings, comme on l'a dit plus tôt, il faisait scander à la foule « mettez-la en tôle » en parlant de son adversaire Hillary Clinton. Une fois qu'il a été élu, il n'a rien fait. Et récemment, ses équipes ont semblé calmer un peu le jeu sur ses désirs de vengeance. Mais si ces personnes n'ont rien à se reprocher, est-ce qu'elles risquent quand même quelque chose? Oui, on n'est pas en Chine ou en Corée du Nord, mais il peut leur rendre la vie impossible. Comment? Par exemple, en poussant le Congrès, qui est dominé par les Républicains, à lancer des enquêtes, en poussant le ministère de la Justice à lancer des enquêtes, en poussant le fisc américain, en lançant des audits financiers. Tout ça, ça va ruiner ses adversaires en frais d'avocat. C'est évidemment extrêmement chronophage et extrêmement stressant. Hélène, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres changements possibles au ministère de la Justice avec Pam Bondi et Donald Trump? Oui, probablement. Parce que Pam Bondi, comme je l'ai dit, a été pendant des années lobbyiste dans une grosse boîte, Bala Partners. Et au fil du temps, elle a défendu plein de grands groupes, parmi lesquels Amazon, Uber, General Motors, le Qatar, un groupe, par exemple, qui ouvre des prisons privées et qui donc reçoit des millions de dollars du gouvernement. Or, beaucoup de ces groupes ont des contrats avec le gouvernement fédéral ou des actions en justice ou des procès. C'est pas le premier ministre de la Justice qui soit un ex-lobbyiste. Eric Holder, le ministre de la Justice de Barack Obama, l'avait été. William Barr, qui a été le ministre de la Justice de Donald Trump, l'avait été aussi. Mais ça pose quand même des multiples questions éthiques et ça fait craindre des conflits d'intérêts si elle ne se récuse pas d'un certain nombre d'affaires. Et soyons clairs, même si elle se récuse, elle peut continuer quand même à exercer en coulisses une influence sur la décision. Est-ce qu'il existe quand même des garde-fous contre tous ces risques d'ingérence et de politisation de la justice qu'on vient d'évoquer? Pas beaucoup. Pam Bondi, d'abord, est quasiment sûr d'être confirmée par le Sénat, donc on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas d'opposition de sénateurs républicains. Dans une décision toute récente, en juillet dernier, la Cour suprême a reconnu au président américain une immunité très vaste qui, du coup, le met à l'abri des poursuites. Donc Donald Trump va pouvoir faire beaucoup de choses qu'un autre président n'aurait pas pu faire avant lui. Ensuite, il a une Cour suprême qui lui est complètement favorable, puisque sur les 9 juges, 6 sont républicains, dont 3 d'ailleurs qu'il a lui-même nommés. Le Congrès, autre garde-fou habituel, est complètement dominé par les républicains qui tiennent à la fois le Sénat et la Chambre. Donc, il n'y a pas beaucoup de garde-fous. Et ça va probablement permettre à Donald Trump d'avoir les mains libres et de mener toutes les politiques qu'il veut faire, même celles à la limite de la légalité. Le ministère de la Justice sera donc à suivre de très près durant ce second mandat de Donald Trump. Merci beaucoup Hélène de nous avoir accompagnés pendant ce podcast depuis les États-Unis. À bientôt. C'est la fin de cette série consacrée au ministre de Donald Trump, mais pour approfondir et découvrir une autre personnalité de l'entourage du nouveau président américain, je vous invite à aller écouter le premier épisode du nouveau podcast de l'Express sur les questions de défense, l'état-major. Et si ces épisodes vous ont plu, parlez-en autour de vous, chers auditeurs. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute ou nous écrire par mail à l'adresse laloupe@l'express.fr. Team Trump est une série originale de La Loupe, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros. Je vous dis à demain pour décrypter un sujet d'actualité qui nous a marqué cette semaine.